Merci à toutes et tous d'être là. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors c'est un très très grand plaisir pour moi aujourd'hui d'accueillir ce Barmete que je connais depuis fort longtemps maintenant, mais surtout Katia Lanero Zamora pour son roman La Machine. Alors j'ai fait quelques petites recherches me concernant, indirectement. C'est la première fois, je pense, que je vais animer une rencontre avec un ouvrage de fiction. Je pense que je n'ai encore jamais fait ça. C'est je crois que c'est une récréation. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi parce que j'ai lu ce livre cette semaine. Je l'ai terminé hier et je l'ai adoré. Vraiment adoré. Alors, ce n'est pas du tout, je vous assure, c'est pas du cirage de pompe. C'est pas du tout pour faire bien. Non, vraiment. C'est vraiment un livre exceptionnel, un roman exceptionnel. Alors, roman, oui, fiction, mais bon, on va dire qu'il y a un petit pas de côté hors de l'histoire pour faire une fiction, mais on est clairement dans un roman, certes qui n'est pas historique, mais qui a quand même un lien extrêmement proche avec une certaine histoire, qu'on va raconter d'une part à travers cette fiction, et qu'on va peut-être aussi évoquer d'autre part dans les faits historiques tels qu'on les connaît, en tout cas tels que nous les connaissons, que la plupart d'entre nous sans doute les connaissons également. Alors ça s'appelle La Machine, c'est édité chez Actu SF. C'est un premier tome, marqué tome 1, là, je n'invente rien. Donc il y en aura un second, je suppose. Deux. Voilà. Second, pas deuxième, second. Voilà, exactement, il n'y aura pas de troisième. C'est deux, un diptyque. Alors, je vais vous poser la première question qu'on pose à tous les auteurs qui viennent d'écrire un roman. D'où il vient? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cette machine sur ce mode en plus assez particulier? Vous parlez d'allégorie politique. Alors, j'aime bien ce mot-là parce que effectivement c'est pas une dystopie, c'est pas un roman d'anticipation, on n'est pas dans de la SF non plus, hein, on est dans une espèce d'allégorie politique et historique. C'est ça. Ça a été un casse-tête d'ailleurs pour trouver une étiquette, pour réussir à guider correctement le lecteur qui voudrait s'en saisir, à la fois parce que le catalogue d'ActuSF, mon éditeur, est spécialisé dans les genres de l'imaginaire. Donc tout ce qui va relever de la science-fiction, du fantastique et de la fantasy qui est plus le genre auquel est rattaché par exemple le Seigneur des Anneaux. Donc on est dans de l'imaginaire assez lourd. J'avais déjà publié un roman fantastique chez eux en 2018 qui s'appelle Les Ombres d'Esver, où là vraiment il y a de la magie, il y a des dragons, c'est vraiment du pur fantastique et c'est pour des jeunes adultes. Et lorsque je lui ai pitché, quand je lui ai expliqué mon futur projet, parce qu'évidemment une fois que le roman a été sorti, il m'a dit alors sur quoi est-ce que tu veux travailler pour la suite, je lui ai expliqué La Machine en lui disant, pardon mais il m'a dit ne dis pas ça, mais si je vais le dire, ça commence comme le village des Schtroumpfs et ça finit comme 300. Alors pour ceux qui connaissent les Schtroumpfs, je crois qu'on est plus nombreux, mais 300, vous voyez la BD, le film, c'est la dernière guerre des Spartiates où ils étaient 300 combattants. Donc j'avais envie d'entrer dans un univers où en fait c'est comme un village et où chaque personnage de ce village va être traversé par une question existentielle parce qu'il va devoir prendre parti dans un conflit qui est en train de se préparer de manière plus abrupte ou plus douce en fonction de qui et où dans la société. Et je pense que ce roman n'est pas arrivé à ce stade-ci pour rien, puisque je l'ai écrit quand j'étais enceinte de mon premier enfant, de ma fille, toute seule pour le moment. Et je pense que cette envie d'aller... parce que les premières graines me sont venues il y a très longtemps. Ça fait très longtemps que j'avais envie d'écrire sur ce que j'appelais une dystopie rurale à l'époque, jusqu'à ce que un copain lise et qui dit en fait t'es en train de parler de la guerre d'Espagne, meuf. J'étais là, merde, t'as tout à fait raison. Et tant qu'à faire, autant le saisir à fond. Et donc, quand je l'ai expliqué à mon éditeur, il a été super fort emballé parce que, sous le couvert d'imaginaire, comme je ne suis pas historienne, je n'aurais jamais pu écrire sur ce sujet en faisant des recherches. Sinon, à force de faire des recherches, du coup, j'écris pas. Je me suis dit, je vais faire ce que je sais faire, je vais raconter une histoire pour ramener, en fait, à l'avant, à travers des personnages, l'émotion que peut provoquer ce que moi j'ai ressenti quand on m'a raconté ce conflit. Parce que mes grands-parents sont venus dans les années 60, ce ne sont pas les seuls, pour fuir la dictature et s'établir en Belgique. Et tous ces contes, ces histoires me sont
en fait, ont percolé pendant toute mon enfance et mon adolescence. Et alors que je connaissais la micro-histoire, c'est-à-dire comment ça se passait entre ma grand-mère et sa mère, l'orphelinat. À un moment donné, à l'adolescence, j'ai dû le rattacher à la grande histoire pour me dire, mais comment ça se fait en fait au final? Comment ça se fait? Parce qu'à l'école, on nous en parlait pas du tout. Et là a commencé un long processus de documentation qui a percolé pour donner ce que je sais faire de la fiction. J'ai décidé de prendre vraiment le terme, enfin, comment dire, pour parler d'une guerre civile, on utilise l'adjectif fratricide. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. J'ai envie de raconter l'histoire parce que c'est vaste, évidemment, si on veut raconter une guerre. La meilleure façon de l'incarner pour moi, c'était de prendre deux frères qui n'ont rien d'autre au monde que l'un et l'autre, qui s'aiment par-dessus tout, et qui, par la force des choses et de leurs choix et de leurs convictions, ou la force du destin, vont se retrouver séparés entre les deux courants politiques, quoi. Donc voilà. Et je pense que j'y suis venue parce que j'étais enceinte et que j'avais besoin de transmettre. J'imagine qu'on va en parler aussi. Cela dit, tu as beau ne pas être historienne, la trame narrative suit vraiment la trame historique de façon absolument époustouflante. Alors, j'ai croisé un collègue dernièrement que tu connais, apparemment, qui te connaît, c'est Christophe Courtoutz, qui est lui-même écrivain, et qui m'a dit ce truc que j'ai trouvé vraiment génial, et Katia, elle a réussi à faire une épure avec ce roman-là, quoi. Elle dit, c'est vraiment, elle fait juste un petit pas de côté, et au lieu d'essayer de créer un monde alternatif compliqué, etc., non, c'est juste une espèce de calque de l'histoire. Comment est-ce qu'on arrive à cette subtilité-là, j'ai envie de dire, c'est absolument bluffant quand on lit. J'aime vraiment bien le mot épure, parce que mon intérêt à moi, c'était déjà, une fois qu'on met le doigt dans les recherches historiques de la guerre d'Espagne, on n'en finit pas. Enfin, moi, j'ai une étagère entière, et pourtant j'ai commencé il y a seulement quelques années, il y a 6 ou 7 ans, à acheter les bouquins et à les lire, et je continue. J'en ai encore acheté un la semaine passée en me disant, celui-là, il vient de sortir, je vais... horrible d'ailleurs, ça s'appelle Une guerre d'extermination. Je l'ai acheté jeune. Honnêtement, c'est hyper dur, quoi. C'est très très dur à lire. Sur, en fait, voilà, l'auteur soutient que c'était un génocide contre la classe ouvrière. Donc, vraiment, il va détailler toutes les exactions du camp nationaliste. Donc, à chaque fois, je découvrais, je me suis dit, mais je n'en finirai jamais parce que tout est intéressant à un moment donné. J'avais une Bible énorme, donc, parce que je travaille en scénario aussi, une Bible. C'est un texte, un document qui reprend tous les éléments de l'univers ou scénaristique des personnages dans un document de travail, mais qui ne va pas se retrouver dans le roman. Et donc je me suis retrouvée avec une Bible énorme, je voulais raconter tout. Et en fait, ce qui était mon encre à chaque fois, c'était ma question thématique, c'était... en fait, au final, si je métaphorise la question que tous les personnages doivent se poser dans le roman, c'est est-ce qu'on veut aller vers une société qui est dirigée par un Dieu, un Père qui va décider pour chacun qui doit être à sa place et qui doit faire quoi, et être infantilisé et obéir, parce que c'est sécurisant et c'est mieux comme ça et on garde nos privilèges, voilà. Ou est-ce qu'on va aller vers une société où on va accepter de devenir adulte, de s'autogérer, d'être responsable et du coup de veiller à chaque maillon de la chaîne, à chaque écrou de la machine, pour faire une société totalement hétérogène mais qui respecte chaque personne. Et en fait, dans mon roman, c'est ce qui m'a permis d'épurer énormément, c'est que parmi tout ce que j'ai lu de toutes les franges qui se sont battues avant, pendant et après la guerre d'Espagne pour la dictature, en fait, au final, c'est ces deux questions-là, avec des curseurs qui sont poussés en fonction des courants, plus ou moins. Et c'est ce qui m'a permis en fait d'aller créer parce que la machine, c'est le nom du parti politique qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur, qui est un parti ouvrier, les ongles sales, les paysans, les ouvriers, pour rassembler en fait ceux qui demandent plus de dignité en fait. Donc voilà, je me suis toujours posé la question, ce personnage-là, cet élément-là, est-ce que ça rentre dans la question que je veux poser? Non. Oh, ça me fait mal, il va falloir que je l'abandonne ou que je le laisse de côté ou que j'en parle dans un autre texte, quoi. On va aborder bientôt les personnages, mais je voudrais juste rebondir pour me tourner vers toi, Maïté.
sur cette question de génocide que tu viens d'évoquer un peu de façon parallèle, toi, Maïté, tu as publié un bouquin, co-publié, en tout cas co-écrit un bouquin avec Ángeles Muñoz sur l'histoire de l'Espagne, des années 30 à nos jours, à peu près. Et je crois me souvenir qu'effectivement, cette idée de génocide est évoquée. Une espèce de politicide, si mes souvenirs sont bons, un génocide politique. Est-ce que tu étais d'accord finalement avec cette idée-là? Je comprends que ce soit un terme fort, etc. Mais effectivement, les recherches qu'Ángeles avait surtout menées et dans lesquelles je les secondais montrent en fait, et ça fait écho avec la discussion qu'on a eue cet après-midi aussi, on parlait des réfugiés en fait, et la définition du réfugié, c'est celui qui est persécuté pour son origine raciale, sa religion et pour son appartenance culturelle. Et je me disais, ben oui, en Espagne, c'est effectivement ce qui s'est passé. À un moment donné, le franquisme a vraiment théorisé le fait que, à travers un médecin dont j'ai oublié le nom, bien entendu, l'idée qu'en fait il y avait une dégénérescence liée au bolchevisme qui risquait de nuire à la race espagnole. D'ailleurs, sous le franquisme, on célébrait le jour de la race, hein, c'était une fête. Et donc il y a effectivement ça qui a joué lors du conflit espagnol, mais aussi des années du franquisme. Et c'était surtout ça, un peu notre pierre à l'édifice avec Ángeles, avec ce livre, c'est de ne pas parler seulement de la guerre d'Espagne, qui est un événement traumatique, mais très connu, très documenté, comme tu l'as dit, et en français aussi. Mais après ça, il y a aussi le franquisme qui a perduré pendant 40 années, jusqu'à la mort naturelle de Franco, qui s'est éteint sur son lit de mort, bien tranquillement, je dirais. Et après, s'est posé la question de l'après en Espagne. Qu'est-ce qu'on va faire et puis là, c'est le moment de la transition politique et de toutes les questions qui se sont posées. Alors, guerre d'Espagne, tu l'as dit, guerre fratricide, 2 frères dans le roman, Andrés, Vian. Est-ce qu'on peut parler, on peut développer ces 2 personnages? Alors, ils sont... Donc, la famille Caballol, c'est leur nom de famille, est une famille que j'ai voulu aussi à cheval entre 2 mondes. C'est-à-dire que la famille Caballol, au moment où commence le texte, est riche, les nouveaux riches. Ils ont des propriétés, une mine, des terrains. Le père est président à la corporation des entrepreneurs. Donc, ils ont quand même du poids. Mais en fait, ça ne fait que 2 générations qu'ils ont été anoblis parce que le grand-père était un ongle sale, il était un paysan. Et en fait, il s'est tellement illustré lors d'une guerre qui s'est menée pendant l'autonomie, la libération des colonies, qu'en fait le roi a décidé de lui confier des terrains. Et donc lui a fait fructifier, lui a la mémoire du sol, lui ne veut pas, surtout pas revenir en arrière et éduque son fils pour qu'il soit faire fructifier le patrimoine, faire fructifier, devenir riche. Et cet homme a 2 enfants, Andrés qui a 22 ans quand commence l'histoire et Vian qui a 20 ans. Et ce sont 2 frères en fait qui ont vécu dans cette propriété qui au départ était une ferme et puis en fait qui s'est vue adjoindre des annexes et qui s'est élevée et qui n'est pas à une place anodine puisqu'elle est au-dessus de la colline. Et ces 2 frères sont très différents. Il y a Andrés, lui c'est un révolutionnaire né, un romantique, il traîne tout le temps avec les gens d'en bas, il aime faire la fête, il aime fumer, être avec les gens... les gens du peuple, il est très aimé d'ailleurs par les gens du peuple, il tombe amoureux d'une paysanne et en fait ça pourrait être un très bon atout pour son père pour parler avec les syndicats, mais son père le prend vraiment pour un enfant et il pense que ça va lui passer et donc il n'arrête pas de le rabrouer, ce qui attise la colère d'Andrés. Et en face il y a Vian qui lui a 20 ans, il est plus timide, il est plus réservé, il aime bien quand c'est ordonné, que tout est clair, ce qui fait qu'il aime bien la hiérarchie et du coup qu'il est tout taillé en fait pour une bonne carrière militaire. Et comme son grand-père, il fait un super service à l'armée qui est vraiment époustouflant. Il va d'ailleurs partir pour sa première mission, ce qui lui permet en fait au final de faire les honneurs de sa famille, comme on lui demande, mais en étant très loin d'elle. Donc ces 2 frères qui s'aiment vraiment très très fort, parce qu'il y a une 3e ligne, on va suivre les 2 frères dans leur évolution.
Et il y a une troisième ligne qui raconte leur enfance, qui raconte en fait comment est-ce que tout a changé entre eux. Parce qu'au-delà de vraiment l'univers un peu imaginaire, etc., une de mes thématiques principales d'écriture, c'est vraiment la famille. Je commence à le comprendre et du coup de pouvoir l'assumer et du coup de pouvoir l'utiliser encore mieux. Et du coup, c'est toutes les relations familiales et un suspense qui se crée entre comment c'était quand ils étaient enfants, comment est-ce qu'on en est arrivé quand ils sont jeunes adultes, et surtout comment est-ce que du coup ils vont dériver alors qu'on sait qu'il s'est passé tout ça. Donc voilà. Alors oui, il y a le mot famille, mais j'ai envie de dire, il y a aussi le mot loyauté. C'est quelque chose qui traverse tout le roman, les conflits de loyauté. Les personnages, même celui du père, sont écartelés entre différentes loyautés au fil des événements, et même les événements, comme tu l'as dit en préambule, vont imposer ces conflits de loyauté aussi à toute la population, où il va falloir à un moment donné choisir un camp. Comment t'expliques ça? J'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc important dans ton écriture, on est écartelé de toutes parts, on aimerait pouvoir contenter tout le monde, à un moment donné il faut choisir. C'est ça. Je pense qu'il y a d'une part notre éducation, notre histoire, ce qui nous est transmis, les liens familiaux, l'amour que l'on a dans une famille, la haine aussi, parce que c'est un microcosme, une famille où en fait tout se côtoie très fort. On peut aimer quelqu'un énormément et puis avoir la plus grosse dispute et les pires mots possibles avec cette personne-là, mais parce qu'on forme une famille, sauf si c'est vraiment trop toxique, pouvoir se rabibocher et repartir. Il y a ce que l'on fait comme choix en tant que personne en fonction de ce que nous personnellement on vit dans notre formation, dans nos rapports avec le monde extérieur, dans le métier que l'on fait. Donc on se crée nos propres valeurs et du coup c'est de questionner mais qu'est-ce qui vient s'entrechoquer avec les valeurs familiales, comment est-ce qu'on se dépatouille quand nos valeurs personnelles viennent fracasser les valeurs familiales. Parce que ça, je pense que c'est difficile pour tout le monde, de s'en émanciper. Parce qu'au final, mes textes parlent souvent d'émancipation, à la fois en essayant de ne pas laisser, de tout réduire en cendres autour de soi, juste pour sa propre émancipation. Comment est-ce qu'on fait, quoi? Tu veux te parler de toxicité, ça me fait penser à quelque chose en réalité, je reviens vers toi. Cet écartèlement, ce déchirement, il a traversé le pays entier dans les familles. Ici, on le voit dans le roman, dans les villages. Ça ne s'est jamais vraiment arrêté. Comment est-ce qu'on fait après pour continuer à vivre ensemble après un tel écartèlement, une telle déchirure entre deux pans de la société qui décident qu'ils ne peuvent même plus cohabiter, mais qui vont être quand même forcés de continuer à cohabiter ensuite. Comment ça s'est passé pour l'Espagne? On a l'impression que ce n'est pas encore tout à fait fini, cette histoire. Alors c'est ce que j'allais dire, c'est une question que l'Espagne n'est pas encore parvenue à résoudre. Donc il y a une guerre qu'effectivement on peut qualifier de fratricide, mais c'est quelque chose qui était important pour nous aussi avec Ángeles dans le livre, c'est de dire que la guerre d'Espagne n'est pas qu'une guerre civile. C'est aussi un véritable préambule à la Deuxième Guerre mondiale, et donc il y a beaucoup de choses qui se jouent en Espagne déjà dans ce conflit, qui n'est pas qu'un conflit interne. Enfin, ça c'est juste une parenthèse. Mais donc il y a ces 3 années de guerre, et puis il y a le franquisme, et en fait le franquisme impose en Espagne une chape de plomb. Donc on ne communique pas, on ne parle pas, et une chape de plomb au point que les gens qui parlaient dans ce qu'on appelle maintenant des dialectes, le valencien, l'asturien, mais aussi des langues régionales comme le basque ou le catalan, étaient privés d'utiliser ces langues-là. Donc ça déjà, ça doit être une véritable blessure de ne pas pouvoir s'exprimer dans la langue qui est la langue d'usage. Et donc ça a perduré en Espagne jusqu'au milieu des années 70. Et puis il y a la mort de Franco, et donc je rebondis sur la fin de mon intervention tout à l'heure. Il y a ce processus en Espagne qui est la transition, et donc ces années où on se demande ce qu'on va faire en fait. Est-ce qu'on va retourner à la légalité républicaine de 1931, puisque la guerre d'Espagne s'est soldée par la victoire d'un banc qui était du banc nationaliste, qui a fait un soulèvement contre un gouvernement qui était élu, et donc c'est en soi un gouvernement illégal, le franquisme, un régime illégal.
Et est-ce qu'on retourne à la légalité républicaine ou est-ce que on compose un peu avec ce que Franco avait finalement décidé, qui était de mettre le roi Juan Carlos au pouvoir, puisque c'était son successeur désigné. Et c'est le chemin que va choisir l'Espagne pour diverses raisons, et notamment ce qui joue un rôle, en tout cas c'est souvent présenté comme tel, c'est la tentative de coup d'État en 1981, qui ravive une série de peurs et qui fait qu'on se dit, ok, on va repartir avec la monarchie, et un régime, en tout cas constitutionnel, démocratique. Et donc, c'est comme ça que l'Espagne avance, avec l'idée aussi de se moderniser au niveau économique, de continuer à se développer et de rentrer dans une espèce de normalité. Ce qui était sans doute un souhait de la population espagnole. Tout en sachant que sans doute, pas sans doute, mais dans les familles, il y a des histoires qui ont continué à se transmettre, et ça, j'aimerais vraiment qu'on parle après des histoires, parce que je crois que Katia raconte si bien, parce qu'elle a été bercée là-dedans. Bon, moi, je lis Katia aussi sur d'autres choses, donc voilà, mais j'avais envie de le dire, ça c'est important aussi, les histoires qui nous ont faites, peut-être, oui, comment elle s'est faite. Mais donc, en tout cas, l'Espagne avance, et puis dans les années 90, il y a quelque chose qui émerge. Donc, ce n'est pas quelque chose qui naît, c'est quelque chose qui a toujours existé, mais qui va se consolider, se concrétiser, se donner à voir. Et c'est les revendications autour de la mémoire historique, qui est une expression qui apparaît tout à fait paradoxale en français, associée mémoire et histoire, mais qui en Espagne est devenue une espèce de presque un slogan, en tout cas une revendication en fait, qui va se nouer autour des revendications pour exhumer les corps qui sont enterrés dans des fosses communes. Donc voilà, il y a eu des massacres pendant le franquisme, des gens qui ont été tués, et on n'a jamais informé les familles, et ils ont été enterrés, entassés dans des fosses communes. Et on dit souvent que ce sont les nietos, donc la troisième génération, qui a poussé ces revendications. Mais voilà, il faut savoir que c'était des histoires qui étaient transmises dans les familles. Parfois, il y a des familles qui parlaient, et parfois il y en a qui refusaient de parler. On en parlait tout à l'heure avec Lorraine. La question, c'est de savoir pourquoi dans telle famille ça fonctionnait comme ça et pas dans d'autres. Mais donc là, il y a différents facteurs. Et donc, ces revendications autour des fosses communes, qui s'inscrivent aussi dans un contexte international où la mémoire, c'est quelque chose qui émerge comme objet à la fois académique, mais aussi social. On a de plus en plus de choses, d'intérêt pour la mémoire. Et donc, il va y avoir l'exhumation de fosses communes. Et donc, il y a une espèce d'explosion en Espagne à la fois d'ouvrages, mais donc d'ouvrages scientifiques, mais aussi des témoignages, des récits, aussi au niveau local. Alors ça, c'est aussi très intéressant quand on y pense, c'est que l'histoire de la guerre d'Espagne, elle s'est faite pendant tout un moment de l'étranger. Les spécialistes, c'était les Anglais et les Américains qui écrivaient sur l'Espagne. Et voilà, à un moment donné, il y a un basculement où la parole reprend en Espagne, et c'est pas que la parole du dessus, c'est aussi des gens au niveau local qui vont développer des initiatives, faire des expositions, rassembler des témoignages. Et donc, ce tournant-là se situe autour des années 90. Et alors, il se développe, je dirais, jusqu'à l'adoption de la loi de la mémoire historique en 2007. Alors, je ne veux pas être trop longue, mais en Espagne, ce qui joue beaucoup, c'est l'alternance au pouvoir des partis politiques. Hein. Un coup, le PSOE et le Parti socialiste, un coup, le PP, le Parti populaire. Parce que l'Espagne, pendant longtemps, est resté un pays essentiellement avec deux grands partis. Maintenant, ça a un petit peu changé. Et voilà, je pense que j'ai répondu globalement à la question. Je ne veux pas parler trop longtemps. Non, tu peux, parce que... Autant que tu veux. Mais c'est intéressant, comme tu dis, cette approche, on va dire d'en bas, rurale, parce que c'est la même approche ici dans le roman. On parle d'un village, on parle des gens qui sont extrêmement bien décrits, d'ailleurs les personnages sont absolument formidables. C'est une volonté, j'imagine. Alors, il y a la famille, il y a les récits, il y a les gens. Alors, sans vouloir rentrer dans le privé, dans le personnel, est-ce qu'il y a beaucoup de ta famille qui se trouve dans le livre? Alors, donc c'était pas volontaire, c'était entre guillemets obligé, parce que d'un côté comme de l'autre, dans ma famille paternelle, maternelle, c'est des ongles sales. Donc je précise que dans mon roman, ongles sales,
c'est le nom qu'on donne à ceux qui travaillent avec leurs mains, parce qu'ils ont les ongles sales. La classe sociale. La caste sociale, voilà. Et moi, eux-mêmes se revendiquent comme ça, parce que, voilà, pourquoi est-ce qu'ils auraient les mains propres? Ils ont les mains dans la terre, ou dans la mine, ou dans la cuisine, ou voilà. Donc, moi, les histoires qui m'ont été transmises, c'était de ce bord-là. Ma grand-mère, elle a servi dans une maison comme ce qu'on dit, gouvernante. Elle avait 14 ans, quoi. Elle était domestique. Bon, elle avait un sacré caractère, donc elle se barrait souvent, elle changeait de maison. Mais parce que c'est pas parce que... Voilà, c'est ça. C'est que c'est des gens d'en bas, mais toujours dignes. C'est-à-dire que je crois que c'est mon arrière-grand-mère qui disait tout le temps, c'est pas parce qu'on va pieds nus qu'ils doivent être sales. Donc c'est ça que dans le roman, souvent ils ont je parle des habits par exemple, ma maman m'avait fait la réflexion, c'est que les habits sont très abîmés, mais en fait reprisés et ils se rendent bons et ils sont nickel quoi, parce que la dignité passe aussi par l'image qu'on donne et il n'est pas question d'avoir l'air de va-nu-pied. Donc moi les histoires qui m'ont été transmises c'est de ce bord-là, et aussi je me suis dit mais ça c'était après coup. Que ce sont des gens, d'ailleurs c'est un projet que j'aimerais faire plus tard, qui parlent mais ils n'écrivent pas, et ils ne pensent pas que leur histoire est importante en fait. Légitime. Voilà, et légitime. La légitimité, ça ne compte pas. Oui, exactement. Ils ne trouvent pas ça, comment dire, si extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'est-ce que tu vas écrire dans ton livre? Mais non, franchement, enfin ma grand-mère, voilà. Et alors qu'en fait, je me suis rendu compte que les gens de famille qui se transmettent, l'héritage se transmet comme ça, en fait, les archives existent. Les gens ont peut-être écrit des livres, ils ont écrit leurs mémoires. Donc, c'est facile pour les générations suivantes de savoir ce que l'arrière-grand-père a fait. Parce que lui avait le temps d'écrire, avait la capacité d'écrire. Le truc s'est transmis, alors que ici, ça passe, et je pense que tu peux en parler, par l'oralité, en fait. Et par très peu d'objets, parce qu'il fallait partir, parce qu'il fallait se refaire ailleurs. Et du coup, ce sont... on en parlait, parce qu'on se connaît bien Maïté et moi, et quand on commence, on ne finit pas, donc on est là pour toute la soirée. Mais en fait, la mémoire se transmet par les contes. Oui, je pense vraiment qu'il y a toute une partie de ça. Et alors, tu disais peu d'objets, mais des objets investis. Et enfin voilà, comme une bonne élève, je relisais mes notes ce matin. Et donc, et les histoires que tu racontais de ta famille, et ces histoires, elles sont liées à des objets symboliques où il y a toute une série d'enjeux qui se nouent, d'enjeux intrafamiliaux, mais aussi d'histoires et de symboles par rapport à qui on est, d'où on vient. Voilà, et c'est pas nécessairement revendiqué, mais en tout cas, c'est porté et c'est transmis. Et nous, on est les dépositaires, je pense, de ça. En tout cas, moi, je dis nous parce que je me reconnais dans toute une série de choses que Katia raconte, avec l'importance de sortir bien habillé, bien coiffé, les vêtements... voilà, si pas, enfin pas pour nous parce qu'on est d'une autre génération, on a. Mais même nos parents, enfin. Oui, tout à fait. Quand ils étaient petits, tiraient à 4 épingles. Mais les objets, du coup, c'est quelque chose que j'ai fait de manière totalement inconsciente, en donnant un objet d'héritage à chacun des frères, par exemple. Vient, on lui donne un objet, on lui transmet le couteau. Le couteau pliable de son grand-père qu'il avait pris à la guerre, et donc comme il part à sa première mission, son père lui donne, tandis qu'Andrés, comme de toute façon c'est toujours la catastrophe avec son père, il s'octroie le droit de prendre le briquet de son grand-père, parce qu'il fume, avec une espèce de joie un peu, comment dire, je sais pas comment dire, d'assumer, de dire je vole cet objet, qui est un objet qui est comme une relique du grand-père, et je vais le mettre dans ma poche, et ça va être à moi. Il se l'accapare. Et c'est clair que je pense que les objets familiaux chez moi peuvent tenir dans une minuscule malle, mais je sais que quand ma grand-mère va disparaître, ça va être le pugilat pour les enfants. Il y a déjà des choses qui ont disparu, et je vous raconte pas quoi. La louche, il y a une louche qui a disparu, et c'est la louche, je pense à la louche. Chez ma grand-mère, il y avait tous ces déménagements, une louche qui était accrochée toujours au mur de sa cuisine, et c'était une louche vraiment un truc de quincaillerie, et toute bosselée de toutes parts. Donc cette relique est accrochée au mur dans la cuisine, mais on ne s'en sert pas, elle ne vaut pas 2 sous,
Mais par contre, elle est à chaque fois qu'il déménage. Et ma mère me raconte qu'en fait, lorsque mon arrière-grand-mère est revenue avec ses enfants après avoir dû fuir le village parce que les morts arrivaient, les troupes marocaines de Franco arrivaient, ils ont saccagé la maison. Il n'y avait plus rien. Les voisins qui étaient restés avaient pillé la maison. Donc mon arrière-grand-mère voyait des robes et des bijoux à elle portés par ses voisines qui étaient de l'autre bande politique. Et il ne restait dans leur maison que cette louche avec laquelle certainement ils avaient cassé les fenêtres et fracassé des trucs. Et donc c'était le dernier objet qu'il leur restait avant de devoir fuir à toute hâte. Et je précise quand même que ma grand-mère avait 1 mois et son frère avait 2 ans et demi. Voilà, et ma grand-mère 27 ans, avec les deux quoi. Donc tout ça, et cette louche a disparu et c'est la guerre mondiale chez moi pour savoir qui a la louche. C'est louche. Oui, c'est louche. Mais quand on connaît l'histoire, je trouve que c'est beaucoup plus ça a beaucoup plus de valeur qu'un héritage sur un compte en banque, quoi. Oui, tout à fait. Tous ces objets usuels, on parlait du côté de légitime tout à l'heure, plutôt non légitime, le sentiment de ne pas être légitime pour transmettre ou pour raconter. Ça, Mathilde, tu m'en as déjà parlé souvent, tu as pu remarquer ça, cette approche, comment dire, cette espèce, c'est pas la pudeur, on a l'impression, c'est une invisibilisation quelque part d'un certain nombre d'acteurs, d'un certain nombre de témoins qui pourraient transmettre, mais qui, on va pas dire s'auto-invisibilisent, mais un petit peu, en tout cas, qui ont intégré presque en eux le fait que ce qu'ils ont raconté finalement n'est peut-être pas si important. Est-ce que tu peux expliquer ça, je trouve? Oui, alors je peux peut-être l'expliquer de la manière la plus simple à travers ma propre recherche, comment moi j'ai commencé à travailler. Donc moi, mes parents sont connus au sein d'une ASBL qui s'appelle le Club Garcia Lorca, qui donc est au départ, j'en parlais tout à l'heure, une association qui a servi de couverture au Parti communiste espagnol ici en Belgique, puisque les étrangers n'avaient pas le droit de militer, surtout les communistes en fait. Donc il faut savoir qu'il y a des gens qui étaient ici en Belgique, qui étaient surveillés par la police des étrangers, sur lesquels il y a des rapports, etc. Et qui pouvaient être menacés d'expulsion si jamais ils faisaient un peu trop de bruit. En tout cas, jusque dans les années 50, c'était très fort. Après, ça s'est un petit peu assoupli. Et donc, cette ASBL développe des activités récréatives, folkloriques, etc. Et quand j'arrive à l'université, moi je me dis je veux faire mon mémoire sur le Garcia Lorca. Mais dans ma famille, moi c'est mon père plutôt qui est militant. Et donc je fais ma recherche, j'interviewe des gens et j'interviewe des responsables. Et en fait je commence vraiment comme ça. Et je me dis mais c'est super, ils racontent bien. Voilà, je parle 2 heures, j'ai des enregistrements et je vois les gens 3 fois, j'ai des enregistrements de 6 heures. Et puis je me dis, mais oui, mais je veux aussi rencontrer des simples militants. Et là, c'est quand même plus compliqué. Hein. Et donc ça, c'est ma première recherche pour mon mémoire de licence, puisque je suis vieille maintenant. Et toujours les licences. Et puis à Paris, je pars une année à Paris, je fais la même chose, mais j'étends, mais je continue à travailler sur les partis politiques. Et là, je rencontre, un jour, lors d'un colloque, une auteure espagnole qui s'appelle Mercedes Villanova, qui a travaillé sur les majorités invisibles. Et elle me dit, et en fait elle est un peu âgée, on me dit, tu repars à la gare, tu veux pas la raccompagner, là sa grosse valise, je dis oui, pas de problème. Et sur le chemin, elle me dit, et toi sur quoi tu travailles, etc. Et donc je lui explique ce que je viens de vous dire. Et elle me dit, oui, c'est révélateur. Alors je sais plus le mot qu'elle utilise parce qu'elle me parle en espagnol, et ça m'a trotté dans la tête, cette histoire-là, et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'elle dit ça Et en fait, ce que j'ai compris par après, en lisant d'autres choses, etc., c'est qu'en fait, moi, j'ai vraiment privilégié une espèce de lignée légitime qui est celle d'une émigration, exil politique, militant, où ce sont des syndicalistes qui m'ont parlé, ce sont des gens qui ont milité, etc. Mais en fait, l'immigration ici, elle a été faite de plein d'autres gens qui ont participé à la militance, comme le disait Lorena, mais en faisant des tortillas et pas des empanadas, en cousant des drapeaux. Et en fait... Et ça, je m'en suis rendu compte au cours de ma thèse, quand j'ai voulu travailler sur l'exil et l'immigration.
et comparer. Et donc, et là, je me suis dit, il faut que je rencontre des femmes, des hommes, et vraiment diversifier mes témoins. Et il y a certaines femmes, notamment, que je rencontrais, c'était compliqué. Donc, elles me disaient oui, parce qu'elles étaient gentilles, elles voulaient me faire plaisir, elles me trouvaient gentille aussi. Hein. Je le voyais bien, c'était ça qui se passait. Et on buvait une petite tasse de café, mais c'était compliqué l'entretien. Parce qu'elle me disait, bah oui, voilà, elle me disait 2 mots, et puis et c'est comme ça, et c'est comme ça. Et donc, et à un moment donné, ce que je me suis rendu compte avec ces femmes qui étaient un peu comme ta grand-mère et les miennes, ce sont des femmes qui ont été éduquées en Espagne, qui ont un peu servi dans les maisons, comme on disait. Puis ils sont arrivées ici, et ici, elles ont surtout été à la maison, et elles ont un peu travaillé comme femmes de ménage, en noir, voilà, en complément du travail du mari. Et moi, en tout cas, les femmes qui m'ont parlé, quand elles prenaient vraiment... je trouvais que le ton du récit changeait quand elles m'expliquaient un peu les manières de faire en Espagne. Hein, comment est-ce qu'on cuisinait, comment est-ce que je travaillais, ce que je faisais. Et là, leur discours un peu s'animait. Et en fait, c'est parce qu'il y a toute une dimension des choses qu'on transmet qui n'est pas seulement du récit, qui n'est pas seulement des objets, mais aussi des manières de faire. Et donc ça aussi, ça fait partie de notre héritage. Hein, est-ce que si on reprise de temps en temps, si on fait un potager, si on cuisine, quel instrument on utilise. Et il y a toute une partie de la mémoire qui est là, mais qui n'est pas considérée comme légitime et qui est invisible parce qu'elle est incorporée d'une certaine manière et qu'elle est vécue. Et ça, en fait, et là je reprends le terme qu'utilise Vilanova, parce qu'après j'ai relu Vilanova et j'ai compris, des majorités invisibles, mais c'est ces gens qui vivent en fait et qui n'ont pas nécessairement un art du récit. Voilà, et en fait il faut vraiment les écouter, mais les écouter c'est pas sur 2 heures de temps en mettant l'enregistreur qu'on va pouvoir les écouter. Ça demande plus de temps, d'autres chemins, d'autres questions en fait que celui du militantisme politique. Parfois, son livre c'est un livre sur le travail, quoi, le travail quotidien notamment. Et donc voilà, il y a ce qui est visible, ce qui est accessible, et donc en fait ce visible donne une légitimité et permet au récit de se développer. Donc tout ça s'entretient. Alors que les personnes qui sont dans l'ombre, elles ont moins accès à cette parole publique. Et enfin voilà, ici, moi j'avais notamment un peu expliqué ça sur l'idée de la visibilité ici en Belgique de l'immigré espagnol, c'est le mineur. C'est le travailleur qui vient faire un travail difficile, qui va militer, etc. Et donc en fait c'était un livre qui portait sur l'immigration espagnole, un livre de photographie, et c'était Mineros, Sirvientas y Militantes. Les mineurs et les militants, ok, ils sont bien visibles, même dans l'espace public, hein, d'une certaine manière, regardons ce qui existe. Et par contre les servantes, là, voilà, on ne les voit pas, on ne les entend pas, et finalement on fait peu même de recherche, pas sur elles, mais avec elles. Je me suis peut-être un peu écartée de la question. Ouais. Je vais rester sur la légitimité et revenir au roman. Parce que là, par contre, au sein des Ongles Sales, on ne ressent pas de sentiment d'illégitimité. Ils se revendiquent légitimes. L'illégitimité vis-à-vis d'eux vient plutôt d'en haut. C'est la classe supérieure qui les considère comme illégitimes même à travailler, le batteur qui pourrait travailler alors qu'il n'est pas du tout utilisé, par exemple. Et puis, sur la question des femmes, il y a beaucoup de personnages féminins du côté des Ongles Sales. La chef du parti, la chef du parti de la machine est une femme. Il y a le personnage de Léa, si je me souviens bien, et qui sont des personnages extrêmement forts, extrêmement puissants. Il y a aussi la fille Egeruti, j'ai oublié son prénom, Niobe. Oui. Voilà, il y a des galeries de personnages féminins là, extrêmement forts, extrêmement puissants, qui revendiquent une légitimité très très forte. Oui. Alors, quand j'ai commencé à travailler vraiment sur la machine, moi je suis féministe et je me suis rendu compte que tous mes personnages étaient masculins. Et je me suis dit, mais attends, ça m'embête là, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en plus ça m'ennuie. Donc j'ai fait des recherches, je me suis dit, mais où sont les femmes pendant la guerre? Et en fait elles sont partout. C'est juste qu'on les invisibilise très très fort, mais elles sont absolument partout. Et notamment dans la guerre d'Espagne, vous avez certainement vu plein
plein de photos de ces miliciennes en habit. C'est plus tard, alors tu vas m'aider à trouver les dates, mais c'est plus tard que le gouvernement a demandé d'écarter les femmes des milices et du front et de les ramener à des postes plutôt d'infirmières et de cuisinières, mais sinon elles ont pris les armes le soir du soulèvement comme les hommes, quoi. Elles sont allées... donc, et dans les deux côtés, parce que j'avais besoin aussi d'aller du côté des Sangrasul, comme je les nomme, où j'ai aussi une princesse, Olympia, qui a tous les dehors de la jeune fille de bonne famille qui va fonder un nouvel empire, etc. Mais par contre, elle est torera. Voilà. Même si ça n'existait, je ne suis pas sûre que ça existait à l'époque, mais c'est en ça que je vais chercher la liberté dans l'imaginaire. Et elle est tiraillée parce que pour être une bonne femme, une bonne épouse dans sa religion, il faut qu'elle arrête de torer. Mais c'est la meilleure. Même son mentor lui dit « Mais qu'est-ce que tu fous? Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes ?» Donc j'avais vraiment envie de montrer que les femmes étaient partout. Bon, je ne vais pas spoiler le tome 2, mais en tout cas sur le tome 1, qu'elles sont partout. Enfin, le personnage de la gouvernante aussi, Agustina, on parle souvent et ça me fait plaisir parce que elle, c'est dans la comida, non? Elle fait bien à manger et il y a des gens qui m'ont dit mais on pourrait avoir le livre de recettes d'Agustina, s'il vous plaît, ce serait super. Donc moi, les femmes de ma famille sont des femmes de caractère parce qu'elles ont dû, de toute façon, être des femmes de caractère sur plusieurs générations. Et je vais revenir à la légitimité et l'illégitimité. Merci. Je ne peux même pas le dire. C'est justement cette infantilisation dont on veut leur faire subir. Dans mon roman, ils sont empreints d'une envie d'enlever toutes les entraves et de montrer qu'ils sont capables. Et c'est d'en haut, effectivement, qu'on leur dit... Et toujours revenir à la question thématique, est-ce que le peuple a besoin d'un père ou d'un dieu qui va éduquer les enfants et leur dire ce qu'il faut faire de manière autoritaire, voilà, ou est-ce que le peuple peut se montrer responsable adulte, pas forcément parfait, c'est pas possible, mais en tout cas de prendre ses responsabilités par rapport à son destin. Et donc, c'est de là que vient effectivement le regard qui est posé sur eux, et eux, ce qu'ils veulent montrer comme capacité, et le regard qu'ils revendiquent sur eux. Tout à fait, c'est vraiment une question de regard, de respect. Sur la question des femmes, pendant la guerre d'Espagne, effectivement, il y a eu un basculement à un moment donné. Tu pourras peut-être le développer, mais si je ne me trompe pas, c'est la reprise en main par le Parti communiste. En fait. C'est la militarisation, c'est la demande de militarisation de l'homogénéisation en fait, des forces. Oui, je pense que c'est dû aux luttes internes. Pendant la guerre d'Espagne entre la gauche qui a opposé le gouvernement républicain qui est passé à un moment donné aux mains des communistes qui étaient aussi gérés par des communistes étrangers qui étaient présents en Espagne à ce moment-là, et puis les milices qui au départ sont vraiment des organisations anarchistes, libertaires, enfin si pas anarchistes, en tout cas populaires, avec un mouvement, un élan de la population qu'on a voulu cadrer à un moment donné. Parce que c'était très dangereux, en fait, ces militants-là, ces miliciens-là, parce qu'ils joignaient le fait de faire la guerre, mais la révolution en même temps. Il était hors de question de faire la guerre pour servir un système qui allait les remettre, en fait, dans une oppression qui était celle d'avant la guerre. Et donc, en fait, ils se sont divisés... pardon, j'épure à nouveau, tu me dis si je me trompe. Ils se sont divisés, du coup, parce qu'ils ont dû se battre sur deux fronts, c'est-à-dire à la fois contre Franco, mais aussi contre... Et alors, je suis en plein dedans pour le moment, donc, sur le dilemme entre est-ce qu'on garde les forces en commun pour vaincre cet ennemi, mais qu'est-ce qui nous prouve, qu'est-ce qui nous dit qu'en fait, on ne va pas revenir à une situation comme précédemment, voire pire, pour nous, ou est-ce qu'on se bat pour nos valeurs en même temps, quoi. Donc, cette partie-là est beaucoup plus complexe encore. Oh oui. Si je peux me permettre. Oui, toutes les franges et toutes les... Ce n'est pas simplement une opposition anarchiste, trotskiste, communiste. Parce qu'il y a aussi la question, vraiment, il faut beaucoup encore étudier cette partie-là. Quel est l'ennemi principal? Qui doit-on abattre?
faire la révolution pour gagner la guerre ou oui. faire la guerre pour la révolution après, c'est un peu l'alternative. Et c'est pas facile. Non. Qui n'est pas propre à l'Espagne. Qui n'est pas propre à l'Espagne. Ce sont des situations qui se sont aussi retrouvées ailleurs. Est-ce qu'on s'allie d'abord pour battre l'ennemi commun puis on s'arrange après ou est-ce qu'on s'arrange d'abord oui, c'est toujours oui, c'est hyper complexe de dépatouiller tout ça. Oui, mais je voulais juste rappeler aussi qu'au niveau de la place des femmes en Espagne, la République avait changé beaucoup de choses, puisqu'elles avaient le droit au divorce. Il y avait vraiment toute une série de choses qui avaient changé dans le statut des femmes. Et je pense que la première femme politique, alors je ne sais plus si c'est en Europe ou dans le monde, mais c'est en Espagne qu'elle arrive dans les assemblées ou dans les parlements, je ne sais plus précisément. Mais donc, en 1931, la République espagnole change vraiment le statut et la donne pour les femmes, en partie pour les femmes en Espagne, en leur accordant de nouveaux droits. Et la guerre a, d'une certaine manière, elles ont continué cette lancée au début du conflit. Et puis après, voilà, il y a eu ces événements qui font que il y a des choses qui se sont jouées autour de leur statut aussi. Alors qu'en face, et ça tu l'écris aussi dans ton livre avec Anne Tralès, il y a la section féminine. Oui, de la phalange. Oui. On est dans totalement autre chose. Oui, là on est dans une conception revendiquée, une conception traditionnelle de la femme qui doit être au foyer, qui doit s'occuper de son mari, qui doit se plier à tous ses désirs puisque son mari travaille et finalement c'est la vision dont Katia parle dans son livre d'un débat, c'est il y a un patriarche qui va décider pour tout le monde au service duquel tout doit être mis. Ça c'est plutôt la vision, une autre vision de la société. Je vais revenir 2 minutes au personnage d'Andrés. On va parler des hommes un petit peu. Alors moi, ça m'a un peu fait penser à ce que disait George Orwell, qui a fait la guerre d'Espagne dans les rangs républicains. Il en a tiré l'enseignement, lui, Orwell, en tout cas une détestation de ce qu'il appelait l'intellectuel de gauche, qui est ce type qui prend les armes contre un système par haine de ce système, voire haine de lui-même, puisqu'il en fait partie. Là, Andrés, on est un peu là-dedans. Mais il ajoute, mais celui-là, c'est pas pour autant qu'il aime les pauvres. C'est ça le problème. Or, avec Andrés, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus équilibré. Il voit qu'il y a une certaine, peut-être pas haine de lui-même, mais haine de son milieu, en tout cas qui se développe progressivement, le rapport difficile au père, le rapport difficile par rapport à ses conditions, mais en même temps il découvre la condition des ongles sales quand il est enfant, il tombe amoureux du ongle sale. Là, on est dans quelque chose, on dirait, de plus équilibré, qui a l'air peut-être, alors, pas spoiler le tome 2, mais qui a l'air peut-être un peu plus sain pour le personnage. Je ne sais pas si je me trompe. Oui, non, je pense que la force d'Andrés, du coup, c'est de bien connaître à côté de qui il se bat, parce qu'il les a, donc tu l'as dit, il les a côtoyés déjà très jeune enfant. En fait, il aime ces gens. Il aime les mineurs qui travaillent pour son père, il est toujours dans les pattes des livreurs, il est aimé par les domestiques. Enfin, il aime profondément. Alors, c'est pas toujours réciproque, hein. C'est pas parce que lui, il aime son meilleur ami qui est le boulanger et qui travaille aussi à la mine. Il connaît bien Léa, même si elle ne l'a jamais invité chez elle, mais le jour où il va chez elle, il est accepté par la communauté parce qu'il sent en lui quelque chose de pur en fait dans sa démarche. Bon, elles le tiennent à l'œil aussi, les veuves le tiennent aussi à l'œil, histoire qu'ils ne se permettent pas n'importe quoi, mais il les connaît, personnellement, il fait partie. C'est pas pour ça que tout le monde l'aime non plus. Parce qu'on le renvoie sans cesse à ses privilèges. Et c'est ça qu'il a au début, c'est qu'il a du mal à quitter les privilèges. Et l'histoire commence vraiment quand il décide de partir une bonne fois pour toutes. Parce que je parle de haine, mais le mot peut-être un peu trop fort. Il y a quand même un attachement à sa famille qui reste. Ah oui, de la loyauté dont on parlait. Même affectif. La loyauté, oui, bien sûr, émotionnelle. Ne serait-ce que par rapport à Vian. Parce que je pense que s'il a autant de problèmes avec son propre père, c'est parce que lui-même, donc je parle toujours d'Andrés,
n'a pas pu cocher toutes les cases que son père voulait pour lui. Donc il y a une ambivalence, mais la personne de sa famille qui l'aime le plus au monde, je pense que c'est son frère, qu'il avait juré de protéger, qu'il avait juré, auprès de qui il avait juré d'être un exemple, etc. Et qu'en fait, il n'y arrive pas, parce qu'il n'est pas responsable de son frère, c'est son frère. Donc ça aussi, il y a l'émancipation par rapport au devoir familial qui joue là-dedans, quoi. Puis d'un autre côté, on a Vian. Vian, lui, c'est le bon fils, on va dire, c'est le modèle. Mais en même temps, la pression est forte, le carcan est étroit, il est sévère, étouffant. Et comme tu disais, oui, il profite de faire le bonheur du père, mais en même temps en partant loin. Oui. Très, très loin. On a aussi une ambivalence, là, quelque part, qui est un peu l'ambivalence inverse d'Andrés. Il ne rompt pas, franchement, mais il est toujours fidèle, mais il y a quand même une souffrance derrière. Donc on est vraiment avec des personnages qui sont extrêmement, je sais pas, ambigus, mais complexes. Oui, parce que lui, en fait, je ne vais pas parler de lui comme ça, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais c'est un peu une coquille vide. C'est-à-dire que lui, il a coché toutes les cases, mais au final, il ne sait pas qui il est. Et c'est le fils parfait, mais il trimballe un énorme secret, que je ne veux pas spoiler. Il trimballe un énorme secret qui pourrait permettre, du coup, de lui l'émanciper une bonne fois pour toutes. Mais en fait, il a trop peur de sortir de sa zone de confort, qui est justement d'avoir tout ce poids sur ses épaules, même s'il est difficile à porter. Parfois, on s'enferme soi-même sur des responsabilités, soit qu'on nous a demandé de porter et que en fait on ferait bien de s'en séparer, soit qu'on s'est mis seul. Et donc en fait, les deux frères, c'est des vases communicants. Là où Andrés est un foireux pas possible au niveau familial, du coup, plutôt foireux si on va. Du coup, Vian va compenser. D'un autre côté, Vian qui obéit tout le temps, Andrés va prendre sur lui les punitions pour ne pas que son frère prenne ombrage de la colère de son père. Donc en fait, c'est cette ambivalence aussi que en fait, Colin, le père, en fait, il n'a jamais réussi à bien aimer ses fils parce qu'il n'a jamais, il n'a pas vraiment donné la parole non plus. Et c'est ce qu'il dit à un moment donné à Andrés dans ce tome-là. Oui, hein. Je me suis dit c'était difficile pour toi ça. Oui, attends, ce tome-là où il lui dit que pour Vian, ça a toujours été facile parce qu'il savait que, c'est dans ce tome-là, il savait que Vian, voilà, il est là, il aime être là, mais par contre que toute sa vie, il s'est réveillé en se demandant si Andrés allait être dans son lit le matin. Parce qu'il avait super peur qu'il s'en aille, parce que Andrés était tout le temps sur les chemins, donc c'est un gros melting pot de est-ce qu'on a vraiment su se rencontrer? Et probablement que non, dans cette famille, alors qu'ils habitent tous ensemble, mais ils n'ont pas réussi à se rencontrer. Et puis il y a la question du lignage, parce qu'on parle du rapport au père, mais le rapport du père avec son propre père n'est pas non plus évident. On est tout de suite encore dans une forme de violence et de rapport extrêmement dur. Peut-être que le personnage le moins nuancé, c'est justement ce grand-père. J'avais besoin, dans ce tome-ci en tout cas, d'en faire un personnage qui est un peu justement le patriarche. Mais le patriarche dont on a vraiment envie de s'émanciper et de retracer justement Parce qu'il faut comprendre, le type aussi, il a, par sa valeur, par son courage, il a réussi à avoir des terres qu'il a fait fructifier, une entreprise. Il ne veut pas ramener sa famille dans la famine, il ne veut pas ramener sa famille. Il a beaucoup à perdre, cet homme-là, en fait. Il a beaucoup à perdre. Et donc, la génération suivante, la première génération crée, la deuxième génération fait fructifier, la troisième génération fait tout péter. C'est souvent ce qu'on me dit. Les artistes. Voilà, les artistes, exactement. Donc, c'est cette transmission qui est compliquée aussi, parce que la mémoire du sol et de la famine, etc., s'éteint. Alors qu'en fait, si le grand-père et Andrés se parlaient, peut-être qu'en fait, ils s'étaient parlé, peut-être qu'il y aurait des belles choses qui auraient pu sortir, puisqu'il n'y aurait plus peut-être besoin d'avoir peur de retourner au sol si les paysans étaient mieux traités, gagnaient mieux leur vie, etc. Donc, c'est vraiment une question de génération qui n'ont probablement pas su se rencontrer. L'occasion manquée. Oui, aussi. Totalement. Encore plus dans le tome 2, je vous raconte pas. Moi, je voulais juste dire une chose par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Et Andrés, justement, c'est pas un intellectuel de gauche,
parce qu'il ne parle pas à la place des gens. En fait, je pense que c'est ça le problème d'Orwell avec les intellectuels de gauche, c'est qu'ils parlent pour les autres, alors qu'Andrés, lui, de ce dont je me souviens, il vit avec les autres. Il ne cherche pas à prendre la parole pour eux. C'est notre dignité. Oui, en fait, je suis contente que ce soit relevé, parce que c'était une de mes vraiment grosses préoccupations, c'était pas de faire le sauveur. Le type qui se réveille un matin et qui du coup va prendre la fourche et la torche avec les paysans et va les sauver à leur place, et surtout prendre le combat de Léa à sa place. Ça, je déteste ça, donc je ne voulais absolument pas faire ça. Et donc c'était arrivé à créer en dramaturgie on appelle ça le conflit, c'est ce qui va nous donner envie de suivre le personnage, c'est les obstacles qui vont se mettre sur son chemin, sans que ce soit lui qui porte la révolution. Et donc, à chaque fois, j'étais obligée de me remettre à la place mais lui, avec ce qu'il a en main, qu'est-ce qu'il peut faire pour eux? Et donc, d'apporter, parfois, il ne peut rien faire, parce qu'il est comme les autres, il a la chemise sur son dos et c'est tout ce qu'il possède. Mais à d'autres moments, comme donner l'accès, à un moment donné, à des sphères que les paysans n'auraient jamais pu rencontrer, en se faufilant, etc. Donc, voilà, c'était de rester ça reste le maillon d'une révolution. Lui, il débarque. D'ailleurs, on l'appelle Duenito, on transforme son titre comme un petit nom, parce que ça aussi, on peut en parler, peut-être les Espagnols dans la salle, mais tout le monde a des surnoms en Espagne. Enfin, moi, dans ma famille, tout le monde a des surnoms, et ça, c'est quelque chose aussi qui se transmet dans le livre, on m'a fait remarquer. Et du coup, effectivement, c'est de voir ce que lui peut apporter à la révolution, plutôt que lui faire le sauveur, parce qu'on reste dans quelque chose, au final, je suis désolée, mais de fasciste. C'est-à-dire le type qui sait pour le peuple ce qui est bien pour eux et qui va décider de se mettre au pouvoir pendant un certain petit temps, histoire de montrer à tout le monde comment ça fonctionne. Et ça, je ne voulais pas. Alors c'est bien de parler des mots, parce qu'il y a un vocabulaire dans ce niveau-là, notamment un vocabulaire espagnol. Oui. Alors ça a beau être un pays imaginaire, pas mime, bon, alors on sait très bien que c'est l'Espagne. Alors, c'est un vocabulaire très vivant, ça s'apostrophe, on s'appelle Tio, on se traite de cabron, et c'était important ça qu'il y ait cette espèce d'ancrage quand même à la fois populaire et espagnol. C'est comme ça qu'on parle chez moi, donc je l'ai transmis comme ça. Oui, c'est ça, c'était juste naturel. Si je réfléchissais à comment mes personnages parlaient naturellement, ils parlaient comme ça. Agustina ne jurerait jamais, non, parce qu'elle a beau être la gouvernante et être une longue sale, elle est une fervente religieuse, elle croit vraiment en sa religion, etc. Par contre, les mineurs, je me suis fait plaisir, quoi. Et puis les marques d'affection. On m'a dit, tiens, il y a beaucoup d'accolades aussi dans ton livre, et des gens s'embrassent. Oui, en fait, voilà. On dit que les enfants nous imitent, moi j'ai imité aussi ce qu'on m'a transmis. Pour refaire encore l'article, il y a un véritable art du dialogue dans ce bouquin, parce que justement, ils sont réalistes, on les entend. Comme tu dis, Agustina ne parle pas comme un autre Maminard, ils ont chacun, et ça on le sent quand on le lit, c'est incroyable. C'est parfois des auteurs qui écrivent des dialogues, où tous les personnages, c'est plus l'auteur qui parle que les personnages. Ici, c'est vraiment les personnages. Ils sont incroyablement vivants, quoi. Il y a vraiment tout cet aspect très réaliste. C'est presque de la littérature réaliste, quoi. La littérature sociale réaliste. C'est vraiment incroyable. C'était vraiment une fois que les personnages ont commencé à exister, ils parlent d'eux-mêmes, ils s'apostrophes, c'est vraiment quelque chose qui m'est venu naturellement, et j'ai pas dû tellement retravailler les dialogues. Et même les conflits, par exemple, les disputes, j'ai pas dû trop parce qu'il y a beaucoup de clash dans ce bouquin. Je m'en suis rendu compte en le relisant il n'y a pas longtemps, en disant quand même, ils se parlent, on s'engueule, mais on s'engueule aussi de manière assez vive, en tout cas chez moi, je ne sais pas chez les autres, mais chez moi. Et je trouve que la langue qui est parlée, en tout cas, chez moi, on en parlait chez toi, mais elle est, comment dire, elle est rude, quoi. Elle est brutale, il y a des mots parfois, ça marche pas en français. Il y a quelque chose de très imagé dans l'espagnol et
Oui, enfin, moi en tout cas, je l'ai toujours ressenti comme ça, très imagé, plus vrai en fait, plus près des choses dans ce qu'elles sont. Voilà. Et c'est un peu difficile à expliquer. Oui, c'est difficile à expliquer, mais par exemple, je pense que une personne âgée en Belgique ne parle pas le même champ lexical, ne parle pas dans le même registre lexical que nos grands-mères qui jurent, qui se traitent elles-mêmes de tous les noms, enfin bref, quand on réfléchit. Mais c'est que j'ai voulu faire dans ce Panim, donc Panim qui est le royaume de Panim, l'Espagne fantasmée, et ben c'est mon Espagne fantasmée en fait. C'est-à-dire que je pourrais jamais décrire l'Espagne parce que j'y ai jamais vécu que pendant mon Erasmus, et encore c'était très spécial puisque j'étais étudiante. Après, une amie espagnole d'Espagne m'a dit, mais en même temps, moi, je ne pourrais pas décrire l'Espagne non plus, je décrirais Cadix, je n'aurais pas à décrire Salamanque, c'est pas possible. Mais c'était de rendre un espèce d'hommage à arriver à synthétiser ce que moi j'avais reçu, l'image d'Épinal, en fait, au final de cette Espagne. Il y a une citation de Wadjimou Awad que j'aime beaucoup dans Un obus dans le cœur, je crois que ça s'appelle, c'est un tout petit roman jeunesse, où je crois que c'est la grand-mère qui est en train de faire à manger, et son petit-fils lui parle du Liban, et elle dit, tu as la nostalgie des montagnes, et il dit, mais quelle montagne, jamais vécu dans les montagnes. Ben justement, tu as la nostalgie des montagnes que tu n'as pas connues. Et je trouve que cette phrase est extrêmement juste. Elle me poursuit parce que ça décrit vraiment ça. Comment ça se fait que moi, je vais mettre ma playlist et je vais écouter du flamenco et je vais penser à mon grand-père, je vais me mettre à pleurer comme si c'était moi qui avais quitté l'Espagne, alors que je suis de la 2e génération. Enfin non, la première, parce que c'est mes parents qui sont venus, mais c'est quelque chose de très... et que j'espère pouvoir faire passer dans la machine, dans le tome 2 aussi, et puis après dans d'autres projets, parce que ça a un peu déverrouillé en fait, là j'étais dans l'imaginaire, mais ça m'a permis de déverrouiller plein de choses que je pense que je vais oser me prendre à bras le corps par la suite, quoi. Sur la transmission, Ah oui, vaste sujet. On a dit on restait toute la soirée. c'est parce que je voulais rebondir sur quelque chose que tu avais dit juste maintenant. Oui, alors oui, c'est ça. Donc nous, en fait, on a hérité d'une Espagne ou d'un récit de l'Espagne ou de choses de l'Espagne qui n'existent plus en Espagne. Et ça, moi, je trouve que c'est ce qui est fascinant dans l'immigration, c'est qu'on perpétue quelque chose qui a complètement disparu ailleurs. Et là, je raconte pour toi et pour Cathy qui n'est pas là, qui est une autre amie. Et en fait, il y a des mots qu'on utilise qui sont des mots des années 50 qui n'utilisent plus du tout en Espagne. Par exemple, ma grand-mère, elle parlait de lentes pour dire lunettes, mais c'est gafas. Elle parlait de parte. Et ça, c'est Cathy qui m'avait raconté. Elle était partie faire ses études à Salamanque. Elle dit oui, elle parte. Et nous, quand on dit parte, ce sont les informations, c'est les JT, quoi. Sauf que le parte, c'est connoté, c'est un truc qui vient du franquisme et qui a été instauré par Franco. Et donc, les gens la regardaient avec des grands yeux. Toi, tu avais donné l'exemple de Sosten, je pense, c'est ça, qui est soutien-gorge, mais on dit sujetador. Et donc, il y a toute une série de choses. Parce que la langue, elle s'apprend de manière orale quand on est enfant. Et donc, moi, le premier cours d'espagnol que j'ai pris, j'avais 18 ans à l'UNIF. Et on fait des cours, c'est là qu'il m'avait dit, et on fait des cours de discussion, et l'assistant, il m'écoute parler, tout de suite je monte dans le groupe avancé, alors que j'ai jamais ouvert un livre de grammaire. Je sais pas comment expliquer les règles. D'ailleurs, enfin bref, je sais pas. Et alors, il m'écoute tout le cours et il dit, alors, c'est complètement dingue, parce que tu parles impeccablement, mais comme ma grand-mère. Donc c'est ça, c'est cette transmission d'un tenté, une tranche de pays qui part avec une comparaison. Voilà, et alors ça, en tout cas au niveau des manières de parler, je crois que c'est quelque chose d'important en fait, et ce serait drôle de voir si un Espagnol lisait le roman, un Espagnol qui lit le français, si pour lui, il retrouverait, comme tu dis, ce qui à nous apparaît comme espagnol en fait. Ça, je me pose la question maintenant, quand tu le dis... Mais voilà, et alors il y a voilà tout ce dont on hérite et qui ne sont pas des papiers effectivement ou du patrimoine, parce que les gens qui partent d'un pays automatiquement ils y ont laissé la plupart des choses qu'ils avaient, même si par après nos grands-parents ont parfois racheté un appartement, une maison dont on peut profiter en tant que petits-enfants, mais
voilà, il y a toutes ces choses matérielles du quotidien qui sont avec nous et dans les manières de les désigner. Moi, je sais que pendant longtemps, je ne savais pas dire poêlon, parce que je ne connaissais que le mot espagnol cafo. Et donc, je me disais, comment est-ce qu'on dit ce machin, une casserole, je ne sais pas trop. Et enfin, voilà, c'est des petits décalages comme ça qui font qu'au quotidien, on ressent ça. Enfin, Lorraine en parlait tantôt aussi. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qu'on hérite? Alors, on supporte l'équipe de football, on parle espagnol entre nous quand on peut. Ce que font mes élèves turcs maintenant, hein, ils me disent non, j'aime bien être avec que des Turcs, comme ça on parle turc et c'est trop bien. On essaye de manger espagnol, on ramène des choses du pays. Et c'est ce que je disais aussi, enfin j'en parlais tantôt, mais le Abdel Malek Sayad qui a travaillé sur l'immigration, il me parlait de double absence pour désigner la première génération, celle qui est partie, et Bruno Ture qui travaillait en France sur l'immigration espagnole parle pour la deuxième et la troisième génération de double présence. Parce qu'en fait, on vit ici et on vit en Espagne. On y fait son Erasmus si c'est possible. On y part en vacances tous les étés. Et alors, on n'en ramène pas des souvenirs, mais on en ramène des choses qui se mangent. Donc, voilà. Parce que l'Espagne est vivante, quoi. C'est pas un poster ou un petit souvenir, c'est quelque chose qu'on va utiliser au quotidien. La musique. Là, c'est parce qu'on ne revient plus avec des piles de CD, mais je dévalisais la porte anglaise et je revenais avec des piles de CD. Donc voilà, cet héritage, il se joue sur plein de plans qui se retrouvent, je pense, en partie dans ton roman, dans la manière dont tu l'as écrit et dont tu fais vivre tes personnages. Je ne sais plus d'ailleurs, en préparant cette rencontre, laquelle de vous deux j'avais entendu ou lu, je ne sais plus, disait que d'où le dilemme de partir en avion ou en voiture. Ah oui, bah oui, si on peut pas ramener. On peut pas ramener le jambon. Oui. Chez les Italiens, c'est pareil. Oui, bien sûr, oui. Alors, on va aussi évoquer peut-être les personnages moins sympathiques, qu'on voit beaucoup moins, c'est vrai. Le prélat, Agribal, j'ai oublié le nom. Le prélat de l'église, Arpinal. Et puis le général, général Ovando. Là, pour le coup, on ne crie pas. On parle posément, on est extrêmement sérieux, pas tellement sévère, ça n'a pas l'air sévère, mais il y a cette espèce de décalage entre ces personnages posés, calmes, sur deux, et le déchaînement de violence qu'on devine et qu'on connaît, puisqu'il a existé. Ça tranche avec ce qu'on disait tout à l'heure, avec le côté au contraire où ça gueule dans tous les coins, vivant, machin, de profondément humain, et là on a l'impression qu'on est dans quelque chose de beaucoup moins humain. C'est la description du discours du général, le premier discours, quand ils arrivent à leur... je pense que c'est en Afrique, j'imagine évidemment. Voilà, comme ça. Cette scène est saisissante parce qu'elle est décrite vraiment, le gars parle à des milliers de gens mais il n'ose pas la voir. C'est un truc qui... Et les mots rentrent complètement et les types sont galvanisés. Quoi. Là on est vraiment dans une allégorie du fascisme déjà, on le sent. Alors, j'avais envie d'opposer à justement la vie, les interpellations, les émotions à fleur de peau, etc. Je reviens au côté parent, c'est-à-dire, je pense que c'est très effrayant, un parent qui ne peut être que calme, froid et distant, et en même temps hyper cruel. Et du coup, j'avais envie de faire de cette classe, ils vont être dans une... et je dis vont parce qu'on va beaucoup plus les voir dans le tome 2, dans une sobriété, soi-disant, hein, une espèce de sobriété, on ne veut rien de clinquant, on ne veut rien de, de débauche, parce que l'émotion c'est la débauche, c'est le fait de ne pas savoir se contrôler soi-même, donc dans un contrôle total de qui on est, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un déchaînement de violence, mais par les autres. Donc j'avais envie que cette classe, de manière très hypocrite en fait, représente une espèce de froideur de la main qui va s'abattre en fait, de l'épée de Damoclès qui est au-dessus de tout le monde et qui s'exprime avec peu de mots, mais on a intérêt à bien écouter, quoi.
parce que la baffe, elle peut venir très vite. Enfin, l'allégorie parentale, excusez-moi, revient encore une fois. Mais c'était vraiment pour opposer l'hétérogénéité de toute la population d'un côté et le côté hyper homogène qu'ils essayent d'appliquer, quoi. Chacun, parce que la machine, au final, le grand slogan de Amaya Magister, c'est chacun à sa place et une place pour chacun. Magnifique. Mais les beaux slogans politiques comme ça, c'est que s'ils sont dans la bouche de quelqu'un d'autre, ça marche aussi. C'est-à-dire qu'Obando aussi va dire une place pour chacun et chacun à sa place, mais c'est moi qui la décide. Donc, oui, c'est ça, c'est d'opposer à la vie, en fait, quelque chose de tellement rangé qu'en fait, ça devient une cage. C'est une assez bonne allégorie du franquisme, hein, finalement, parce que ce qui est assez particulier avec le franquisme, et d'ailleurs, il y avait un peu l'équivalent au Portugal, c'est le côté, l'apparence un peu tranquille. Franco n'était pas un tonitruant comme Hitler ou Mussolini, c'est plutôt quelqu'un de renfermé, de froid, plutôt insignifiant même. Il met en place ce qu'il appelle le national-catholicisme, quelque chose d'austère. Austère, c'était le mot. Je me suis merci. Donc finalement, ce que Katia décrit, c'est vrai que c'est fort proche du franquisme. C'est sans doute la clé de l'efficacité, parce que, enfin voilà, Franco, en ne faisant pas de vagues, en mettant le pays en autarcie, après la guerre d'Espagne, donc l'Espagne s'est quand même coupée complètement de ses relations à l'extérieur jusqu'au milieu des années 50, ben, est parvenu à installer son pouvoir et à le faire perdurer finalement, à le faire accepter par les démocraties occidentales qui y ont trouvé de l'intérêt. Donc voilà, oui, effectivement, c'est, je pense, quelque chose voilà, qui a joué, en tout cas maintenant en y réfléchissant, dans le fait que le régime ait pu se perpétuer, c'est de faire peut-être profil bas d'une certaine manière pendant tout un temps et laisser faire la popote interne dans le pays jusqu'au moment où il a été nécessaire de renouer des relations avec l'extérieur. Et là, bah, ça a été un échange, la rencontre des intérêts qui a joué au détriment de valeurs démocratiques qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'elles soient défendues par nos pays, en fait. C'est vrai qu'on oublie, parce qu'on est très prompt à dénoncer les dictatures un peu partout, ici en Occident, en Europe en particulier. On oublie quand même que Salazar, c'est 73, Franco, 75, et puis plus une transition jusqu'à une tentative de coup d'État, tu l'as mentionné tout à l'heure, en 80. C'est pas vieux. Et effectivement, on a laissé tranquillement perdurer des régimes absolument totalitaires. Parce que là aussi, dans ton livre, on voit bien le caractère totalitaire du franquisme ne fait absolument aucun doute. Elle veut vraiment gérer tous les aspects de la société, et tous les aspects de la vie des individus. C'est quoi? C'est une bonne diplomatie du franquisme qui a pu aussi faire en sorte que ça perdure à ce point-là? Moi, j'aurais difficile à l'affirmer, en tout cas, mais en tout cas, a posteriori, on peut dire que c'était le bon calcul à faire, puisque au moment où il y a eu besoin de solliciter, dans le cadre de la guerre froide, l'Espagne pour que les Américains y implantent des bases, ça a pu se faire. Et puis, quand on a eu besoin de main-d'œuvre ici, on n'a pas fait trop attention au fait que, effectivement, le régime franquiste était un régime fasciste et totalitaire, et donc on a signé des traités bilatéraux, et on a permis qu'on fasse la publicité pour partir dans un pays, en tant que touriste, puisque le tourisme, c'est une des clés aussi pour l'Espagne, pour normaliser son image par rapport à l'extérieur. C'est Spain is different. Voilà, venez en Espagne, il y aura le soleil, il y aura la belle vie, et venez pour les vacances. Et ici, les syndicats en Belgique ont milité pour dénoncer le fait que partir en Espagne, c'était soutenir le régime franquiste. C'est vrai qu'on fait du tourisme maintenant en Arabie Saoudite, là où il y a des bases américaines. Le parallèle. C'est un éternel recommencement, oui. on va dire. Alors, ça fait déjà un moment qu'on parle. Oui. Alors, on va pas spoiler, mais on va quand même un peu en parler. Ici, c'est le tome 1.
Oui. Tome 2. Oui. Allez, ça en est où? Ça en est où? En quelques mots, pas besoin de... J'ai eu beaucoup de mal à rebondir en fait, parce que j'avais, alors que je pensais que j'aurais très facile de rebondir, mais et d'enchaîner directement l'écriture du tome 2, mais j'y suis vraiment allée à reculons. Mais vraiment, en plus en me mentant moi-même, donc ça c'est formidable. Quand on trouve des techniques pour ne pas écrire qui sont vraiment très très convaincantes, et puis il faut se regarder dans la glace et dire bon bah non, ça suffit. Et c'est vraiment, si j'avais pas eu un public derrière qui... Je crois que depuis que le livre est sorti, il se passe pas une journée où j'ai pas un message de quelqu'un dans le monde francophone, on se calme. Quoique maintenant, il est en train d'être lu en Amérique du Sud. Des recensions en anglais. Là. C'est vrai? Ah bon? Mais en tout cas, des personnes qui m'écrivent, alors ça c'est génial, les réseaux sociaux pour ça, c'est qu'on touche directement les gens. Soit des gens que je connais qui n'avaient jamais lu ce que je faisais, je connais vraiment beaucoup de gens qui du coup m'envoient je découvre la machine et c'est super, où est-ce que ça en est, ou sur Instagram ou Facebook, des gens me contactent, des mails à mon éditeur pour savoir quand sort la suite. Et c'est la première fois que ça m'arrive, c'est mon 5e roman, c'est la première fois que ça m'arrive. Et donc ça, je me suis dit, ok, il y a, allez, l'Anéro, oui, je m'appelle l'Anéro quand l'Anéro, il faut que tu te regardes en face et que tu continues. Et en fait, j'ai compris que la difficulté, c'était que pendant le tome 1, j'avais construit des relations hyper fortes entre les personnages et j'avais montré à quel point ils s'aimaient et que ça allait être difficile. Et là, j'allais devoir écrire une guerre. Et du coup, la tentation de retourner dans la documentation pour essayer de tout mettre dedans était juste une autre technique pour ne pas écrire et pour me dire j'y arriverai jamais. Et donc, je suis revenue à ces 2 frères et ce qui leur arrive. Et du coup, on va repartir vraiment dans le feu de l'action. Je ne vais pas trop spoiler, mais pas directement après la fin du roman, où on va retrouver Andrés et Vian pris dans le conflit. Je ne sais pas où je peux m'arrêter pour pitcher, et voilà. Et logiquement, si tout se passe bien, j'arrête de tourner autour du pot. Là, je suis à une version qui devrait bientôt elle devrait pouvoir être lue par quelqu'un d'autre que moi, par mon éditeur. Et on espère pour la fin du livre prochain, donc pour février. Donc on te réinvite dans un an. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On va se tourner vers la salle. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Parce que c'est là, il faut en profiter. On a beaucoup parlé. Alors je sais qu'il y a les réseaux sociaux, comme tu as dit, mais bon, en live... Moi j'ai été un peu frustrée parce qu'il y a un film qui a un petit moment consisté, puis après, quand t'as parlé du fait que tout ça a été venu quand t'étais enceinte, t'as regardé. Oui. Tu m'as été en disant, tiens, je vais partir sur un truc un peu plus. J'ai envie de savoir, malgré que aussi, quand t'étais enceinte, il y a quelque chose qui t'a travaillé par rapport à ça, ou est-ce que. Ah, je ne sais pas. Moi, je crois que c'est quelque chose que je porte depuis longtemps. En fait, ça m'a toujours intéressé, les histoires de mes parents, ce qui se passait avec leurs copains. C'est toujours quelque chose qui m'a... que j'ai porté. Et puis oui, les relations avec mes grands-parents, les voir quotidiennement. Enfin, pas quotidiennement, mais vraiment, moi, mes grands-parents, on allait les voir 2 fois par semaine. C'était... quelque chose qui a... Et le sens de la famille, en fait. Moi... des gens qui me disent mais qu'est-ce que t'as avec ta famille comme ça? Je comprends pas. Et je dis mais non, mais ça c'est pas ma famille, c'est pas la même chose. Mes amis c'est pas la même chose que ma famille. Et moi je suis vraiment très fort là-dedans et c'est quelque chose que je vis et que j'arrive pas vraiment à expliquer. Des fois je réfléchis, je me dis bah oui, je ne comprends pas ça, mais c'est vraiment c'est pas la même chose. Pour moi c'est vraiment, il y a vraiment une différence de nature en fait et dans mes relations avec aux autres. Et puis, oui, quand j'étais enceinte, mes enfants, j'avais envie qu'ils portent un nom qui puisse se dire à la fois en espagnol et en français. C'était quelque chose de très important. Pour moi, Manon, je trouve que c'est très joli, mais Manon... Mona, c'est magnifique, mais en espagnol, ça veut dire guenon, donc ça... Donc voilà, il y a des choses comme ça. Alors, quand j'ai eu mes enfants, je me suis dit, je vais essayer de leur parler espagnol. Et c'est ce que j'ai fait au début. Et donc, quand je vais en Espagne, je dévalise toujours. J'achète plein de livres en espagnol parce que je me dis, je vais leur lire des histoires en espagnol pour qu'ils entendent, pour qu'ils comprennent. Mais voilà,
mes enfants, ce serait la 4e génération, et moi, ma langue maternelle, c'est le français. En fait, je parlais espagnol avec mes grands-parents, et avec eux tout le temps. Donc ça, c'était vraiment une habitude que, par exemple, mes cousins n'avaient pas nécessairement. Eux parlaient en français à mes grands-parents qui maîtrisaient les 2 langues. Enfin, ils préféraient l'espagnol, mais ils maîtrisaient les 2. Mais voilà, quand ils sont rentrés à l'école, mes enfants, là, le français a pris le pas. Et donc là, je me dépatouille un peu pour de temps en temps y revenir. Ma fille me dit, tu devrais me parler en espagnol tout le temps. Alors, en même temps, chaque fois que je dis quelque chose, elle me dit quoi quand ça ne l'arrange pas. Et donc, voilà, c'est compliqué. Mais moi, la maternité, j'ai pas eu l'impression que ça a révélé quelque chose en moi, mais ce n'était pas non plus... Enfin, si, je finissais d'écrire ma thèse quand j'étais enceinte. Alors là, ma grossesse ça me servait d'excuse. Je me disais, oh, tu ne finiras pas dans les temps, mais c'est pas grave, tu prépares autre chose. Et donc, voilà, mais c'était ma fille, c'était la 2e, donc voilà, il y avait déjà Louise qui était là, c'était un peu différent. Moi, c'était une sorte d'urgence. Moi, c'était un truc, c'était une sorte d'urgence de mais j'ai une petite fille qui va naître et en fait, je sais pas tout. J'ai pas tout enregistré, j'ai pas tout. Mais moi, j'ai une petite manie de compilation et de carnet, de machin. Et en plus, le fait de le faire en 2 tomes, en fait, c'est presque un accident parce qu'au départ, c'était un roman unique. Et puis, ce qu'il y a, c'est que je suis arrivée à la fin de ce qui a donné le tome 1. J'ai appelé mon éditeur, je lui ai envoyé un mail et je lui ai dit, écoute, j'accouche dans 1 mois. Donc, soit on garde le fait que c'est un unitaire, mais il va faire 1000 pages. Soit je coupe maintenant parce que c'est la moitié de mon histoire, il y a une super fin qui est possible maintenant et on fait en 2 tomes. Et il m'a dit, faisons en 2 tomes, c'est super. Et moi, c'était une technique, jusqu'où je vais, une technique pour me dire, je vais revenir à l'écriture assez vite. Parce que j'avais très très peur, en devenant maman, de plus me donner le temps, que ce soit une bonne excuse encore pour ne pas me confronter à ce que j'avais envie d'écrire. Et donc, tout ça fait une espèce de cohérence où en fait, le fait d'avoir ma fille m'a permis de terminer ce projet que je traînais depuis longtemps et d'avoir un tome 2, de m'y remettre, voilà. Il y aura 2 ans entre les 2 tomes, ça va. Le temps d'un bon suspense. Voilà. Alors, ultime discours promotionnel, oui, la fin est absolument incroyable. C'est vraiment époustouflante. On a beau savoir ce qui va se passer, forcément, parce qu'on connaît l'histoire, mais d'ailleurs, je précise que même pour ceux qui ne la connaissent pas, l'histoire fictionnelle se suffit à elle-même amplement, mais ce final est absolument... j'en parle d'autant plus que je l'ai fini hier. Je ressens toujours l'émotion que j'ai ressentie en lisant, ça va à une vitesse. On sent la montée crescendo, et puis il y a cette accélération à la fin, cette explosion qui est absolument époustouflante. Franchement, je vous le recommande. Super roman, vraiment. Merci. Et est-ce qu'il y a d'autres questions à part? Je veux dire juste que je suis très touché par le fait que ce soit 2 jeunes femmes qui parlent si bien en fiction, en tant qu'historienne, de cette période de l'Espagne. Et c'est pas si vieux comme on vient de le rappeler. Parce que je pense qu'on a très peu parlé, maintenant, on a très peu parlé du rôle des femmes dans toute cette période-là, surtout comme combattant dans tous les sens du terme. Et puis, moi, je suis né en Espagne, et ma mère et mes 2 grands-mères sont mortes très tôt, quand j'étais assez jeune. J'ai plus eu de parents de mes grands-mères. Et c'est finalement en creusant, en allant chercher, je commençais un peu à voir des récits de mes tantes. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment très touchant, très beau, que ce soit des jeunes femmes qui prennent ça en main, que ce soit d'ailleurs Katia aujourd'hui, mais aussi en Espagne, il y a enfin, je sais pas ce qu'on peut dire, une génération de femmes, de jeunes femmes qui prennent la parole, que ce soit à travers les arts ou des écrits politiques ou ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant.
Parce qu'on a longtemps, et le fascisme espagnol, le franquisme, a aussi été ça. C'était ferme ta gueule, va dans ta cuisine, fais des enfants et tais-toi. C'est ça aussi, parce que c'est d'autant plus douloureux pour quelqu'un qui est toujours attaché à son pays, l'Espagne, de voir à quel point on oublie ça. Et par exemple, le fait qu'aujourd'hui, un parti fasciste comme Vox fasse de tel nombre de fois aujourd'hui, c'est douloureux parce que même pour les générations de femmes d'aujourd'hui et de demain, enfin, voilà, donc j'apprécie énormément. Et je trouve que, je termine là-dessus, c'est que je trouve qu'effectivement, le fait de le prendre par différents biais, par le biais de l'histoire, de raconter, de reparler des faits, des enjeux aussi nationaux, internationaux de cette époque-là, mais aussi par le biais de la fiction, parce que je pense que c'est aussi une manière où aujourd'hui, des jeunes d'origine, espagnole ou pas, peuvent s'approprier cette histoire. Mais aussi, je disais à Katia, je trouve que c'est un livre nécessaire à traduire en Espagne et à mettre dans les mains des jeunes Espagnols aujourd'hui, parce que, on l'a évoqué aujourd'hui, il y a eu aussi dans ce qu'on a appelé la transition démocratique en Espagne, après la mort du monstre. Il y a eu une période où il fallait aussi se taire. On a dû se taire pendant toute la période où il était vivant, mais on a dû aussi se taire après, parce qu'il y a eu des accords politiques pour que tel point, machin. Et il y a eu une génération où la transmission, parce qu'on a parlé beaucoup de transmission à juste titre, la transmission ne s'est pas faite. Et c'est effectivement los nietos, les petits-enfants, qui ont dû gratter au propre, gratter la terre d'Espagne pour aller retrouver les cadavres de leurs grands-parents, parents, etc., oncles, pour faire ressurgir cette histoire collective, cette histoire de l'Espagne qui n'est pas belle, mais qui a existé. Et donc voilà, je trouve vraiment très, 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 très touchant, très intéressant. Merci. Merci. Merci à vous. Pour le droit de traduction, il y a la foire de Francfort, mais pas longtemps. Oui. Mais là, il y a l'Alliance française, les lycées français d'Amérique du Sud, qui décerne un prix chaque année, le prix Macondo. Et la machine est dans la sélection de 4 romans, avec une grande diffusion de communication justement dans les bibliothèques, dans les librairies, et voilà, des traductions, une traduction des premiers chapitres pour voir si ça peut être traduit en espagnol, quoi. Mais j'ai une traductrice, une étudiante qui a pris la machine pour son mémoire il y a 2 ans et qui a traduit les 3 premiers chapitres et qui a fait tout un dossier justement pour les maisons d'édition, et qui disait que c'était intéressant parce que elle n'était pas sûre qu'un bouquin d'imaginaire comme ça aurait pu naître en Espagne, et que ça tenait certainement de ma double distanciation. Le fait que ce soit temporel, distanciation temporelle, mais surtout spatiale. Et que, voilà, il y avait quelque chose... moi, je ne pensais pas que ce serait très intéressant, un livre en plus sur l'allégorie de la guerre d'Espagne. Mais manifestement, tu as l'air de dire que oui. Avec toute la littérature qu'il y a déjà. Voilà. J'ai noté beaucoup de choses, mais je ne pouvais pas tout dire. En tout cas, non, mais je suis... D'abord, merci aujourd'hui ce soir d'avoir organisé cette rencontre et puis cette présentation de livre, également de ton travail. Et je suis très étonnée à voir à quel point ton ouvrage rejoint en tout cas notre travail, on va dire comme ça. Et réfléchissons, ton ouvrage s'inscrit dans ces productions d'hors du pays. Je pense notamment dans le cas chilien, Isabel Allende, mon pays a inventé, est elle-même un exilé politique. Il y a très récemment Miguel Bonifoy, je le dis mal souvent, Miguel Bonifoy, un franco-chilien, fils d'un exilé politique chilien, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Héritage. Je vais volé le titre de ma future thèse. Et donc, mais c'est très intéressant parce que justement, il raconte cette traversée, cette aventure familiale des Français qui sont
qui ont quitté la France pour des raisons économiques, maladie des vignerons, comme ça, qui sont arrivés à Santiago, au Chili. Et là, la fratrie également s'est engagée dans une sorte de guerre, de révolution. Et puis, toute la trajectoire de la famille qui sont revenus en France, donc ils retracent vraiment toute la saga familiale. Et donc, je pense que ton ouvrage s'inscrit dans cette volonté de la mémoire, de la transmission et de se raconter également. Puis, en revenant sur mon travail, les mandats familiaux, à quel point c'est vraiment l'impression également, les mandatos familiales, les attentes qu'ont les générations précédentes par rapport à la génération suivante. La question également de la légitimité, par rapport au cas chilien, ça s'est posé surtout sur l'idée de la hiérarchie de la victime. C'est-à-dire, non, mais et moi-même, je l'ai vécu un peu, c'est-à-dire que, par exemple, c'est qui maintenant qui est les gens qui commencent à réfléchir sur l'exil politique argentin, chilien, peu importe. Ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec cette histoire-là, peut-être, ce sont les nouvelles générations. Mais en tout cas, jusqu'il y a très peu, ce sont des gens qui ont vécu d'une certaine manière cette histoire-là. Et par exemple, dans ma propre famille, je disais tout le temps, mais non, oui, mon papa a été détenu pendant une semaine, c'est bien. Donc je suis rentrée. Non, les gens qui ont vécu les camps de concentration, la prison, la torture, etc., et après l'exil, nous on se disait, mais non, toi. Et donc c'est un collègue sociologue, elle-même, deuxième génération franco-chilienne de l'exil chilien, qui m'a dit, attends un peu. Là, tu rentres dans la même logique, un peu de la hiérarchie de la victime. Et donc, on ne se sent jamais légitime par rapport à parler, par rapport à témoigner également. Et donc, en fait, ce n'est pas des questions que je te pose, ce sont des réflexions, mais pour me dire également que la question de la légitimité, ça se pose souvent. Mais dans ces cas, peut-être, dans cette idée de la hiérarchie, de la souffrance, on peut l'appeler comme on veut, la victime, dans ces cas, la notion de hiérarchie de la victime, c'est une notion spécifique d'un auteur de l'exil chilien qui s'appelle Fabio De Pied, c'est un franco-chilien, également de cette génération de l'exil chilien. Donc, c'est très spécifique, mais je pense que ça peut également se poser dans ces cas-là. Mais si là on parle d'un registre de la recherche, mais c'est ça que je dis, j'ai très envie de lire ce livre. J'en ai déjà 3, justement faire l'expérience de montrer ce que tu disais tout à l'heure, Maïté, de montrer à gens espagnols d'ici maintenant, qui sont en fait, qui sont pas belgo-espagnols, qui sont vraiment espagnols, mais qui maîtrisent le français, pour voir cette idée de la résonance des paroles vivantes. Et voilà. Et donc, je pense que j'ai noté beaucoup de choses, mais je m'arrête là. Merci pour les concepts que je ne connaissais pas. Parce que du coup, par exemple, ma grand-mère, elle dit toujours non, mais nous, la guerre, c'était pas si grave, on était à Valence, qui est restée républicaine jusqu'au bout. Non, mais nous, ça allait. Enfin, après, ils sont morflés. Mais donc, elle dit toujours non, mais nous, ça allait. Hein. Nous, ça allait. Et donc, elle arrive un peu moins. Voilà. Et donc, il y a plein de concepts que tu as évoqués que je ne connaissais pas. Que je si je peux rajouter justement le truc, j'ai noté abandonner des matériaux ethnographiques parce que quand on fait l'ethnographie, évidemment, ton travail, ce n'est pas une ethnographie, mais je trouve des énormes ressemblances entre le travail d'ethnographie et le travail de la littérature. Il y a très peu, je lisais La famille Martin de. Comment s'appelle cet écrivain français ça vient de l'Amérique étrangère. Bon, La famille Martin, et donc il fait vraiment, ou en tout cas il raconte vraiment une immersion qu'il a fait dans une famille pour raconter l'histoire familiale. Donc je trouve que souvent nous, les anthropologues, on parle avec beaucoup de gens et on est confronté malheureusement à devoir faire des sélections et d'abandonner certains matériaux riches, ethnographiques. Donc, tu as dit à un moment donné que tu as dû abandonner certains personnages, en tout cas certains développements, on va dire, au chemin de tes personnages. Donc, je trouve magnifique la ressemblance. Et pour finir, souvent dans notre travail de réflexion, dans les thèses, et je compte le faire, et on inclut vraiment des documentaires, beaucoup de littérature,
parce que c'est pas ça, la littérature ici, elle produit vraiment dehors du pays. Et en fait, ce que tu disais, au Chili, il y a beaucoup des ouvrages qui ne sont pas connus. On n'a pas commencé. En fait, on commence à faire le travail. Il faut vraiment que tu arrives à faire cette publication en espagnol parce que ça sera n'importe quoi. Également pour nos dictatures à nul, pour nos processus à nul. Merci. Merci. Mission, donc. Oui, je m'y mets. Je continue. Merci. Voilà, je propose de lever la séance. Pas totalement, on peut encore prendre un verre, on peut encore discuter, mais de façon plus conviviale. Le livre La Machine de Katia, édition ActuSF, il est ici, il est également à la librairie juste ici à côté, la porte juste ici à côté, en vente. Vous pouvez profiter éventuellement pour une dédicace aussi, si vous voulez. Avec grand plaisir. Oui, elle attend, elle vous attend. Donc voilà, merci à vous, merci à tout le monde, merci à toutes et à tous. Beaucoup. Merci Maïté, merci Katia, c'était vraiment un super moment, une super rencontre, merci beaucoup. Et on peut aller prendre un verre. Voilà.